1996, James Cameron est sur le point de clore l'un des tournages les plus difficiles de sa carrière, Titanic. En promo pour le film, il annonce que son prochain projet sera un film entièrement en images de synthèse, basé sur un script de science-fiction qu'il a écrit 2 ans plus tôt. Ce projet, c'est Avatar. On est sur une superproduction gigantesque de plus de 100 millions de dollars, un film d'une ambition incroyable et complètement visionnaire, peut-être même un peu trop. Puisqu'après plus d'1 an de travail et de concept art, d'écriture, etc., James Cameron constate que la technologie de l'époque lui permettait pas de réaliser le film dont il rêvait, donc il va lui-même mettre le projet en stand-by durant plus de 10 ans. Mais s'il y a bien quelque chose qui caractérise James Cameron, outre sa chevelure extrêmement soyeuse, c'est qu'il est plutôt têtu. Donc en juin 2005, il va travailler sur un mystérieux projet, Project 880, et il va obtenir 10 millions de la Fox pour réaliser une séquence et quelques tests technologiques pour voir si du coup la technologie suit. Ce test, le voici, et vous voyez, le résultat est quand même assez saisissant pour un test qui date d'il y a plus de 15 ans. You only come and make problems. Only. Okay, fine. Bon après, remettons le truc dans le contexte, rien que pour un test d'une séquence, James Cameron a eu l'équivalent à peu près de 10 fois le budget d'un premier film français. Bref, en avril 2007, le tournage de Avatar commence, et c'est un concentré de tout ce qu'Hollywood fait de mieux en termes de technologie, mais aussi de direction artistique, avec notamment un duo Reta Digital Stan Winston, qui garantit au film un cachet visuel assez unique. Et tout ça bien aidé par le fait que le film réutilise un procédé un peu oublié, mais qui était très utilisé dans les années 50 et 70, la 3D. Bon tout ça, évidemment, ça a un coût. Le film va coûter près de 250 millions de dollars. C'est un risque énorme pour la Fox, surtout qu'Avatar, c'est une nouvelle franchise qui n'a pas encore fait ses preuves. Le tournage, il est très spécial parce qu'il est constitué en grande partie d'un tournage virtuel, qui constitue 60% du film à peu près, puis de prises de vue réelles qui doivent quand même garder une cohérence avec le reste. Durant 2 ans, rien ne va sortir sur Avatar. On sait juste que James Cameron tourne un film extrêmement ambitieux, une sorte de western futuriste qui fera date et qui va réinventer la technologie et la 3D, puis la machine promotionnelle va se mettre en place. On va avoir de tout, des extraits exclusifs à la Comic-Con, des partenariats avec Coca-Cola, des déclarations mégalo de James Cameron qui parlent de révolution cinématographique, des bandes annonces qui battent leur record de visionnage en 24 heures. Avatar, c'est une nouvelle franchise qui va générer autant d'attentes qu'une conclusion de saga culte comme un Harry Potter 7 ou un Star Wars 3. Avatar, c'était vraiment gigantesque. Évidemment, tout le monde y va, parce qu'en 5 jours, le film est rentabilisé. En 2 semaines, il dépasse Titanic et devient le plus grand succès du box-office mondial. Et le truc qui est fou, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui. Avatar est le film qui a rapporté le plus d'argent sans prendre l'inflation, près de 3 milliards de dollars de recettes. Moi, je me souviens être allé voir Avatar en famille, ça faisait partie de ces films expérience, le phénomène qu'on allait tous voir parce qu'il y allait avoir un avant et un après. Et évidemment, la 3D jouait beaucoup là-dedans. D'ailleurs, ça a aussi pu un peu desservir le film dans l'imaginaire collectif. Quand on pense à Avatar, on pense surtout à la technologie, on pense surtout à la 3D. Je veux dire, vous vous souvenez de la folie des pubs Haribo avant Avatar? La plupart des gens, ils vont retenir que ça, Et du coup, on va parler de la pub Haribo et pas vraiment du film en lui-même. En même temps, la pub Haribo, elle a un meilleur scénario qu'Avatar, Ouais, et puis quand Haribo, il fait des schtroumpfs, au moins, tu peux les manger. Et vous voyez, c'est ça le problème, en fait. Parce qu'Avatar, c'est surtout et avant tout le film d'un grand réalisateur. Visuellement, l'immersion dans le monde de Pandora est assez incroyable. Évidemment, mais même au-delà en fait, James Cameron il parle d'un conte écologique qui égratine complètement l'Amérique et son histoire meurtrière. Screw this. Hey, what the hell are you doing? I didn't sign up for this shit. Du génocide du peuple indien jusqu'au Vietnam, des guerres préventives à son statut de gendarme du monde, Avatar c'est 300 ans d'histoire de l'Amérique parfaitement mise en image, grâce évidemment à cette révolution technique qui offre à Cameron une liberté dingue dans sa mise en scène. Chaque plan c'est plein de détails et d'éléments visuels et là-dessus, Avatar il est imprenable. Alors après, évidemment il est pas parfait, les personnages sont tous des stéréotypes, le rythme s'endort un peu quelquefois, il y a quelques défauts d'écriture qui se font un peu sentir, puis bon, le méchant colonel américain qui boit son café et fume son cigare en tuant des gentils, c'est un peu périmé. Mais voilà, Avatar reste un grand film, et en vrai, si tous les blockbusters avaient ce niveau de détail et d'exigence, il y aurait vraiment moins de problèmes. Mais difficile aussi de nier que James Cameron s'est beaucoup inspiré de films précédents Avatar. Des films assez fascinants, c'est les mêmes, en mieux.
Mais dis-moi, jeune homme aux cheveux de feu, as-tu conscience que si tu ne parles pas de Danse avec les loups, tout le monde se désabonne? Ouais, ou si t'oses oublier Pocahontas, par exemple. Le problème, c'est que... je vais pas parler de ces deux films. Vous le savez, Avatar, c'est une forme de western futuriste résolument moderne. Bah moi, je vais vous parler d'un film, encore un western, qui est cette fois totalement tourné vers le passé. Un western qui rejoint en bien des points le film de James Cameron, un western qui est complètement fascinant et complètement impitoyable. Ce western s'appelle La Dernière Chasse. La Dernière Chasse parle de deux chasseurs de bisons. Il y en a un qui est sadique et qui se fiche de l'environnement et qui veut atteindre son objectif, quitte à détruire le peuple indien qui vit sur ses territoires. Et on a un autre qui prend conscience au fil du film que en fait, être gentil avec la nature et les indigènes, c'est quand même plus sympa. Donc il y a une rivalité qui va s'installer entre les deux hommes au fur et à mesure que le gentil va se rapprocher du peuple indien et de sa philosophie, et que le méchant va devenir de plus en plus méchant. Donc voilà, là je pense que le lien avec Avatar il est assez évident, et on est sur un film qui a un discours écologique et politique très marqué. Très marqué mais traité de manière assez habile pour que ça soit jamais lourd. Au contraire, on va rentrer immédiatement dans le récit parce que ça assume le côté fable. On est dans une structure assez classique et des personnages plutôt manichéens et on n'est jamais perdu. Et ça c'est pas très grave parce que du coup le film a l'intelligence d'aller à l'essentiel. En deux plans on est plongé dans un univers assez dingue et pour ça il est aidé par une mise en scène vraiment géniale. Les paysages sont évidemment superbes et Richard Brooks il soigne vraiment sa photographie. On a un scope hyper maîtrisé, très détaillé, avec une gestion de la lumière naturelle qui donne parfois un aspect quasi fantastique au visage, au décor. C'est vraiment assez beau et c'est aussi un western extrêmement viscéral qui n'a pas cette contrainte d'Avatar de rester en surface et de rester grand public. Ici on va parler d'une extinction de masse et ça le film va le montrer très clairement. Les scènes de chasse et de meurtre de bisons, elles sont longues, elles sont cruelles, elles sont violentes et surtout elles sont vraies quoi. Parce que oui, La Dernière Chasse c'est un film écologique mais des bisons ont vraiment été tués pour ce film. Bon alors il l'aurait été obligatoirement, c'était des bisons qui avaient été identifiés par le gouvernement comme étant à abattre, mais du coup en fait l'équipe a juste posé les caméras et a quand même filmé le meurtre des bisons quoi. Donc ça moralement ça reste quelque chose qui est un peu touchy. Surtout que ces scènes de violence, elles tranchent assez avec le calme et la douceur de certaines scènes qui sont filmées avec une bienveillance folle dès que le peuple indien rentre dans le cadre. En filmant le désastre écologique qu'est le meurtre et la quasi-disparition des bisons, le film montre aussi et surtout l'attachement quasi religieux des Indiens à cette espèce. Et à travers ça, le film va parfois toucher un symbolisme très poétique. Notamment avec ce bison blanc qui est une divinité indienne et qui représente en quelque sorte l'arbre mère de Avatar. La Dernière Chasse, c'est un grand western méconnu, une splendeur visuelle qui va vraiment jusqu'au bout de son propos sans faire dans la dentelle, qui est extrêmement perturbant et captivant, mais c'est vraiment un film qui peut que vous marquer, c'est un film que je vous conseille vraiment. Thought I told you to put that gun away. Shoot out both your eyes before you took another step. Bon, pour le deuxième film, on va oublier les tripes sanguinolentes des pauvres bisons qui n'ont rien demandé, et on va parler d'un dessin animé vachement bien, dont l'histoire, mais surtout même la direction artistique est repris de A à Z dans Avatar. Ce film, c'est Ferngully. Et alors l'histoire, c'est des êtres fantastiques qui vivent dans une forêt magnifique en harmonie avec la nature, jusqu'à être menacés par la folie des hommes qui veulent tout détruire avec une machine gigantesque. Du coup, l'un des hommes, qui est fasciné par le peuple de la forêt, va devenir l'un d'eux et il va trahir son camp pour sauver le peuple et embrasser leur culture. Donc ça, c'est littéralement la même histoire que Avatar, et même dans certains plans, dans certaines séquences, dans certaines idées, c'est la même chose quoi. L'essentiel de l'action va se passer dans une forêt tropicale avec des plantes qui ont des liaisons entre elles, une relation entre la nature et l'homme, et même une direction artistique qui est clairement similaire le temps de certaines séquences de découverte de l'univers. Et comme Avatar, Ferngully va jouer avec les stéréotypes et va assumer un certain manichéisme entre l'harmonie des êtres de la forêt et la violence destructrice du capitalisme. Et ça va marcher au final, on va l'accepter parce que le manichéisme n'est pas forcément quelque chose de mauvais quand il est assumé et traité avec intelligence déjà, et aussi parce que la mise en scène y croit, tout est mis en scène avec un certain soin.
Les couleurs sont très chatoyantes, l'univers mis en place fonctionne, et surtout l'animation 2D, c'est un vrai plus au film. Il y a certaines séquences qui sont vraiment belles. On est sur une image lumineuse, des mouvements fluides. Au niveau visuel, vraiment, on est servi. Le film a l'avantage aussi de moins s'étirer en longueur qu'Avatar, d'emprunter un peu moins de chemin balisé, et il va nous livrer juste 1h15 hyper sympa et tellement mignonne, quoi. Et ce qui est paradoxal, c'est que même en embrassant tout ce côté un peu dramatique, tout ce côté très premier degré, il y a une espèce de bonne humeur et de bonne ambiance qui est tellement communicative dans ce film, c'est assez impressionnant. En fait, il y a un entrain général, ça reste un dessin animé qui est fait pour être vu par tout le monde, et c'est bien aidé aussi par une musique très typée années 80, d'ailleurs il y a une BO de Elton John, ça se prend, on refuse pas. Ferngully, c'est une sorte d'avatar encore un peu plus grand public, qui transmet un message écologiste, pas franchement subtil, mais avec une telle bienveillance et une telle bonne humeur que franchement ça ne peut que vous transporter. Pour les gosses c'est nickel, et même pour vous en fait, si vous voulez passer 1h15 totalement cocooning un dimanche soir, après avoir vomi toute la journée le reste du LSD pris la veille, c'est un film bienvenu et qui va complètement faire le taf. Bon, la légende dit qu'à chaque vidéo de ce format, il y a au moins un film de John Boorman, vous savez, le mec qui a réalisé Délivrance, qui a réalisé Excalibur. Et ben ce bonhomme a aussi réalisé quelque chose qui a largement inspiré Avatar, et c'est un film que vous connaissez sans doute tous. Ah, je me demandais quand t'allais en parler, t'étais un peu à la bourre... à la Boorman. Je suis épuisé, quoi. Ce film, il s'appelle La Forêt d'Émeraude. La Forêt d'Émeraude, comme Avatar, il va mettre en confrontation la beauté d'une forêt tropicale et de son peuple indigène, qui a une culture qui s'oppose complètement à l'atrocité du vilain capitalisme. En gros, l'histoire, c'est notre héros qui construit un barrage destructeur en pleine forêt amazonienne, un endroit bien peu accueillant finalement, où il a l'idée un peu bizarre d'amener son fils. Donc évidemment, son fils va disparaître, et 10 ans après, une légende parvient aux oreilles de notre héros, disant qu'un jeune blanc vit en harmonie avec le peuple d'indigènes mystérieux de la forêt amazonienne. Et vraiment, La Forêt d'Émeraude, c'est un film d'aventure grandiose, c'est un de ces films qui va pas vous laisser indemne. Et ça, c'est d'abord lié au fait que l'ami Boorman soit un excellent réalisateur. Je vous avais parlé des couleurs dans Excalibur, qui tranchaient largement avec le côté désaturé et gris des films classiques d'heroic fantasy. Ici, c'est pareil. La forêt, elle va être filmée sous tous les angles, en jouant sur une colorimétrie très prononcée et un contraste assez magnifique, qui va profiter des décors naturels qui donnent juste envie de partir à l'aventure. En fait, La Forêt d'Émeraude, c'est ça, c'est une ode à l'aventure qui est ultra attachant. Franchement, ça m'est arrivé plus d'une fois d'être complètement scotché par certains plans, et certains partis pris du film m'ont clairement touché. Que ce soit ce récit profondément humaniste et finalement bien moins manichéen que celui d'Avatar, cette BO extrêmement plaisante et un peu mélancolique, cette volonté de garder le dialecte original des indigènes là où beaucoup de mauvais réals les auraient fait parler en anglais avec un accent un peu foireux, c'est vraiment un film qui transpire d'amour pour son sujet, qui nous plonge en immersion totale et où Boorman a l'intelligence de parfois s'effacer un peu pour nous livrer une réalisation quasi documentaire. Et le danger d'une réalisation documentaire, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que tout soit réussi. Des maquillages à la direction d'acteur. Et ici, c'est le cas en fait. Chaque acteur est génial, tout est crédible, tout est captivant, que ce soit les rituels indiens, comme la découverte de leur mode de vie ou la quête initiatique d'un homme à la recherche de son fils. Non, vraiment, La Forêt d'Émeraude, c'est un sommet d'émotion, c'est un très beau et un très grand film. Et je peux que vous le conseiller, si vous l'avez jamais vu, vous passez à côté d'un très grand film, foncez directement. Et si vous l'avez déjà vu quand vous étiez gosse, retournez le voir, c'est vraiment un film qui n'a pas vieilli et qui vaut encore le coup d'être vu.
Et je serais aussi un très mauvais conseil si je ne mentionnais pas le film Battle for Terra, sur lequel je vais pas m'attarder parce que j'ai pas voulu mettre 2 dessins animés dans la sélection, mais qui reste un film assez intéressant, même si bon bah honnêtement dire que ce film est meilleur qu'Avatar, c'est un peu abusé. Mais c'est un film d'1h15 qui ressemble beaucoup à Avatar dans sa volonté de nous immerger dans le quotidien d'une tribu extraterrestre envahie par les derniers hommes survivants d'un cataclysme. C'est un film qui va jouer beaucoup sur l'anti-spectaculaire, qui est très court, mais que j'ai beaucoup aimé pour son message, pour son côté qui est parfois plus ambigu qu'il n'y paraît, et c'est un film qui a un vrai capital sympathie. Et enfin, j'aurais peut-être pu mentionner aussi ce que je considère être le meilleur film de James Cameron, Abyss. Abyss, c'est un chef-d'œuvre qu'il est toujours aussi intéressant de revoir, surtout quand on sait que Avatar 2 va s'attarder sur les fonds marins. C'est un film de science-fiction d'une beauté et d'une intelligence absolue, qui prend la forme d'un ultime avertissement contre la folie humaine. C'est un film majeur du cinéma américain, et c'est à voir absolument. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des films sympas. Comme d'habitude, c'est encore vous qui allez choisir le prochain film dont on va parler. Et je vais vous proposer encore une fois le Rambo en moins bien, qui sera cette fois opposé à American History X en mieux. Merci à tous d'être si nombreux sur Intercut, à chaque fois ça me donne tellement de force, c'est assez dingue. N'oubliez vraiment pas, et ça c'est très important, que vous êtes les meilleurs. Je vous dis à très bientôt, salut à tous, ciao, bisous.